On va mettre une musique plus dynamique. Yeah, salut Spicy, installe-toi, fais comme chez toi. On a laissé du Schweppes. Ça va, In, tu fais quoi de beau? Tu fais à manger? Ça va, ça va. Je viens de rentrer des courses. Cool. Et là, je suis en train de partager avec mon autre compte. Ah ouais, ouais, je vois. Je vais me poser un peu. Ok, cool. Il y a quelqu'un qui veut monter, hein? Yeah, c'est French. Gna, 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 gna. Ça va les amis? Ouais, ça va et toi? Très bien. Bah ouais. Bon alors, l'invité elle arrive à quelle heure? Là, elle essaye de monter, mais elle a pas trop l'habitude de monter, donc on essaye de l'aider. Ok. Tu veux que je l'appelle? Ouais, vas-y, parce que apparemment, elle écrit des messages, mais on les voit pas. L'appeler. Merci. Pour écouter et donner de la force d'en bas. C'était histoire de te faire un petit coucou. Puis on va vous écouter avec Sirène avec attention. À tantôt les amis. À bientôt, French. Ah, French, tout le temps, quand il monte, il a jamais de réseau, mesquine. Allez, tapotez, partagez, s'il vous plaît, mes habibi, mes habiba. Bonjour, Vivi Aposta. Bonjour, salut. Salut Vivi, bienvenue. Salut, merci. Et merci de l'avoir invité, c'est cool. Ça dit là. De rien. Comment ça va, Sarito? Toi? Ouais, ça va, Kinder Bueno. Comment elle va ta femme ou ton mec? Ouais, ça va, elle parle trop, elle ouvre trop son mic. T'as vu ça? Faut lui faire une 434, Habibi. Bonjour, Spicy. Bonjour à tous. Oh, on a la piquante avec nous. Ça va être une Tranquillement. soirée Je vais de pas fou, tarder quand même. J'aimerais mieux écouter Fadela Maroufi parler sans la déranger beaucoup plus. Juste un truc. Avez-vous vu moi, j'ai gobé toutes ces interviews hier et avant-hier quand même et aujourd'hui. Voilà, j'ai fait mon ménage avec. Je crois que c'était sur le Figaro. Par contre, il y a un truc très important. Quand on me dit que je suis de droite ou un truc comme ça, je m'en fous. Hein. Il y a, je crois que le journal Frontière, soit ils vont sortir un numéro, soit ils ont sorti le numéro. Ils ont totalement montré, LFI, comment ils aident les frères musulmans à entrer en France et en force. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur YouTube de Frontière. Moi, j'ai vu la vidéo, mais j'ai aussi vu l'avant-page là de l'article, de leur magazine. Franchement, faut avoir une sacrée paire pour sortir ça. Enfin, ton mec, elle est avec un PC, c'est pour ça qu'elle arrive pas. Je ne sais pas comment lui expliquer. Moi, je me suis jamais connectée avec un ordinateur. Avec YouTube Studio, alors. Comment? Enlève la musique, avec s'il te un- plaît. Enlève la musique, comme Ok, ça, ok, ok. elle vous écoute, là. Faudrait d'accord. que quelqu'un qui utilise YouTube Studio puisse aiguiller peut-être Fadila. Parce que c'est YouTube Studio, je crois, du coup. C'est YouTube Studio? Pas Non, YouTube on est Studio, pardon, mais le Studio. TikTok c'est un Studio? truc- TikTok Studio, ouais. C'est un truc spécial, donc peut-être quelqu'un qui l'a déjà fait avec le PC, qui peut peut-être, je sais pas. Moi, je l'ai jamais fait sur PC, donc... Attends, c'est pas. Attends, hein, je vais essayer de voir si je le fais pas. Je vais le faire sur mon G. Temps de bouger une. Bonjour. Ouais.
Fantôme Mike, moi j'étais venu parce que musique de film de reproduction, je me dis, ah, c'est pas mal, peut-être l'ambiance, elle est Papa sympa. Noël, aujourd'hui on doit être civilisé, Papa Noël. Ah, bah, j'ai- Blonèche, j'ai juste- blonèche. j'ai amené les chocolats. Bon, j'ai amené les chocolats Pyrénées de Noël, c'est bon, ça passe? Ne nous faites pas الحشومة. Oui, Ok. civilisé. Yeah. Bonjour, salut Regarde Fantôme Mike. seulement. C'est bon. Salut bon Fantôme Mike. Ouais, salut. Allez, on va Ça fait l'inviter longtemps. et l'accueillir. Ouais, ça va. Ça fait longtemps, ouais. Ça fait super longtemps, ouais. Franchement, j'avais Bah, pas attends, on va oublié. voir ça après. Ouais, ok, ça marche. C'est bon, Fadila est arrivé. Bienvenue, bienvenue. Fantôme Mike, lâche pas avec les bruitages, c'est trop marrant. Hein. Alors, ton micro, il est bas. Je sais pas si c'est moi, mais on t'entend pas du tout. Ouais, petit problème de micro. On va régler ça. On t'entend de très loin, là, Fadila. Et dans le panneau de configuration de l'ordinateur. Ah non, un téléphone. Fais des écouteurs pour voir. Essaye de retirer les écouteurs, Fadela, pour voir. Ah, elle a pas d'écouteurs. Ah, pas d'écouteurs. Bizarre. Ou alors, tu peux peut-être mettre des écouteurs alors. Le téléphone, il a une coque. On vient bientôt savoir même la couleur de son téléphone. Bon, on s'entend en écho chez elle. Hein. Tu vois. Il y a même un écho. Hein. Ouais, il y a un écho. Est-ce que là, vous m'entendez? Très bien. Super. Très, très Bah bien. là, j'ai mis des écouteurs. Vous voyez, ça marche avec les écouteurs. Ah, nickel. Bon, bonjour à Mesdames et tous. messieurs, bonjour. Bonjour à toi. Paris. Ouais, quelqu'un de civilisé. Comment tu vas? T'as passé une bonne journée? Vous vous adressez à moi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bonjour. Oui, oui, non, j'ai passé une excellente journée. Je suis effectivement à Paris aujourd'hui. Ah, cool. Ok. J'ai fait Paris-Bruxelles. D'accord. Ok. Eh bien, les amis, on vous présente Fadila Maroufi. Normalement, vous la connaissez. On va la laisser se présenter à ceux qui ne la connaissent pas. Si tu veux, bien évidemment, Fadila. À toi la parole. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans ce live. Moi, je suis bruxelloise. Je suis travailleuse sociale à la base et puis j'ai commencé à militer et à lutter contre l'islamisme quand j'ai vu les dégâts et l'impact que ça avait sur les familles, les enfants, etc. Et puis, des familles de confession musulmane, hein, tous les dégâts psychologiques et aussi de violences intrafamiliales, etc. Et puis dans les mosquées et tout. Et puis par la suite, j'ai eu des pressions parce que je faisais le travail justement avec toutes ces familles et que ça plaisait pas du tout aux islamistes. Et du coup, j'ai eu quelques problèmes. Et finalement, j'ai commencé à m'intéresser et à creuser l'islamisme, toutes ces questions autour de l'islam, etc. Et puis depuis, je suis devenue militante parce que évidemment, moi naïvement au départ, je pensais que la gauche allait se réveiller et allait nous aider à trouver des solutions pour toutes ces familles. Et puis, c'est l'inverse qui s'est produit. Et finalement, maintenant, je me suis retrouvée seule et isolée en Belgique. Heureusement, il y a quand même des citoyens. Les citoyens se réveillent. Je dois dire que de plus en plus, les citoyens se réveillent. Je reçois beaucoup de messages, aussi bien de Français, mais aussi de Belges et d'autres pays. Des gens qui commencent à se rendre compte du problème et surtout qui se permettent d'en parler parce que même s'ils en avaient conscience, ils avaient peur. Et là maintenant, ils commencent à se dire que ça ne peut plus continuer. Et c'est pour ça que je reste assez positif parce que je vois que là, depuis quand même au moins 1 an, il y a un vrai réveil, un vrai sursaut des citoyens qui veulent plus se laisser faire et puis se laissent plus non plus, comment je dirais, se faire manipuler, se faire traiter de raciste, etc. Ils ont bien compris
que quand on traitait quelqu'un de facho d'extrême droite, ben c'était pour les faire taire. Et donc là maintenant, ils assument complètement le fait de ne plus vouloir se taire et de dire ce qu'ils voient réellement. Donc voilà, je ne sais pas si ma présentation a été, Enfin, a été très claire. Bravo, merci. Et du coup, tu peux nous dire que en Belgique, apparemment, tu as eu un prix, non? Ou c'était à Paris plutôt? Oui, en fait, j'ai eu un prix en Belgique, mais c'était toute une histoire parce que on a tenté de me l'enlever au dernier moment. J'avais reçu le prix du féminisme, et puis finalement, il y a eu tout un groupe de pression, et puis finalement, j'ai quand même eu. Et puis j'ai eu un prix, et à mon avis, celui-là a plus de sens pour moi, et il a plus de valeur parce que ça a été fait et donné par des gens sincères qui sont vraiment dans le combat. C'était le Comité Laïcité République France. Donc j'ai reçu le prix international du Comité Laïcité République en novembre 2024, ce qui m'a valu par la suite beaucoup de problèmes encore une fois en Belgique parce que c'est mal vu que je reçoive ce prix. Et je remercie d'ailleurs le Comité Laïcité République parce que ce prix-là signifie beaucoup parce que quelque part c'est une reconnaissance pas qui flatte l'ego, c'est plutôt une reconnaissance qui permet de dire aux gens que je suis fiable dans ce que je dis et dans ce que je fais, dans le combat que je mène, parce qu'en Belgique, on essaye vraiment de me discréditer, de me pardon, je trouve plus mes mots. Voilà, exactement. Et surtout, on m'ostracise et on fait en sorte que je sois pas visible en Belgique. Donc, les gens qui me connaissent en Belgique, ils me connaissent surtout parce que ils sont de plus en plus nombreux à regarder ce qui se passe en France et à suivre l'actualité en France de certains médias qui me donnent encore la parole. Et c'est comme ça que finalement j'ai ma visibilité, puis à travers les réseaux sociaux aussi. C'est pour ça qu'il est aussi important et que je suis présente sur les réseaux sociaux, parce que c'est le seul moyen pour moi que de faire finalement circuler ma parole en Belgique. D'accord. Ah, merci beaucoup. Et du coup, on aurait aimé savoir pour toi quel a été le déclic qui t'a poussé à dénoncer vraiment publiquement l'entrisme islamiste. Est-ce qu'il y a eu un déclic? À partir du moment où j'ai vu qu'en réalité le politique ne faisait plus rien, qu'au niveau du travail social, les travailleurs sociaux de plus en plus s'en lavaient les mains et faisaient comme s'ils ne voyaient plus rien, parce qu'en réalité, comme ils voyaient bien qu'ils étaient limités, qu'ils pouvaient pas faire grand-chose, alors ils préféraient tourner le regard ailleurs. Et donc, et moi, je ne pouvais pas parce que je voyais ces familles. Vous savez, j'ai aussi un vécu familial et au sein de la communauté musulmane. J'ai vécu vraiment la violence, où je l'ai vu grandir, j'ai vu l'emprise et l'entrisme islamique. Et quand j'ai vu que beaucoup se détournaient, les politiques se détournaient, je me suis dit, il va falloir directement parler aux citoyens. Il faut que ça se sache. Parce que je n'attendais plus rien du politique en réalité. Et au niveau du travail social, petit à petit, j'ai commencé aussi à me rendre compte que là aussi, ça commençait à devenir difficile, en sachant que la plupart des associations qui sont censées venir en aide aux gens sont complètement sous l'emprise des islamistes et des gens qui sont frérisés. Et ce qui fait qu'on ne travaille plus, on ne donne plus vraiment le travail qu'on devrait faire avec les gens, avec la population, on le fait plus. On a des gens qui font taire ces gens-là, on leur dit faut pas en parler, ça va faire le jeu de l'extrême droite, c'est la chouma, tu vas mettre à mal la communauté, c'est pas bon, etc. Et donc, ce qui fait que beaucoup de familles sont en souffrance. Et moi, j'avais pas envie, je voulais vraiment que ça se sache. Et donc, j'ai commencé à en parler pour donner de l'exemple d'abord, pour dire, voilà, vous savez, vous n'êtes pas seul. Parce que le problème aussi que nous avons, c'est qu'on a l'impression d'être seul à vivre tout ce qu'on vit. Et à partir du moment où on entend d'autres voix, on s'est dit, finalement, on n'est pas seul et on s'autorise à parler. Parce qu'il y a évidemment la culpabilité, le conflit de loyauté. Et puis après, au plus on fait le pas, au plus on s'en sort, au plus on parle, au plus on se libère, au plus on est en paix avec nous-mêmes. Et à partir du moment où on commence à être en paix avec nous-mêmes, en réalité, on est déjà dans une libération.
on se rend mieux compte que finalement on est mieux à partir du moment où on parle. Alors que quand on est dans le silence, quand on se tait, on vit des choses atroces intérieurement, on est dans une violence et on est violent même avec nous-mêmes, puisque si on s'autorise pas à parler, quelque part, on est violent avec nous-mêmes et on finit par mourir petit à petit feu. Et honnêtement, moi, depuis que j'ai commencé à parler, que je suis sortie même de l'anonymat, malgré toutes les menaces, je me sens quand même mieux. Je me sens beaucoup plus libre et beaucoup plus en paix avec moi-même. Et honnêtement, maintenant, je me dis, même s'il devait m'arriver quelque chose demain, même si on devait me tuer, je m'en fous complètement parce que je me dis au moins, je suis vivante. Bravo. Franchement, félicitations pour ton courage. Et après, n'hésite pas si tu as des questions, tu peux te mettre à l'aise, y a pas de souci. Mais franchement, merci beaucoup pour ce que tu nous apportes. Parce que à plusieurs, c'est comme ça que je pense qu'on peut avancer. Ton témoignage, ton retour d'expérience, je pense que ça va beaucoup nous aider. Et par rapport à la politique, je voulais savoir est-ce que tu penses que les élus belges, ils ont sciemment fermé les yeux, peut-être pour des raisons électorales ou autres, sur l'entrisme islamiste en Belgique? Alors au début, ils ont pensé contrôler. Évidemment, c'était pour une question électorale. Dès le départ, en fait, c'était la gauche qui était au pouvoir. Pendant plusieurs décennies, ils étaient au pouvoir. Et il leur fallait des nouveaux électeurs. Et les nouveaux électeurs, c'était les personnes qui venaient d'arriver d'Afrique du Nord, et notamment du Maroc, mais aussi des Turcs. Parce que c'est vraiment les deux groupes qui se retrouvent le plus en Belgique. C'est la communauté marocaine et d'origine marocaine et la communauté turque. Ensuite, on a un petit pourcentage d'Algériens et de Tunisiens, mais c'est vraiment très très minime. C'est pas eux qui pèsent. Et on a beaucoup aussi de subsahariens depuis aussi quelques temps. Et donc du coup, pour la gauche, c'était très important. Ils ont bien compris qu'il y avait énormément de musulmans et qu'il fallait absolument capter ces voix-là. Et je veux dire, ils ont réussi à ce niveau-là. Alors au départ, ils pensaient qu'ils pouvaient contrôler. Sauf que de plus en plus, ils ont été vraiment là, pour le coup, ils ont été complètement remplacés parce que maintenant, dans les partis politiques de gauche, ils ont été évincés au point que c'est eux maintenant qui détiennent le pouvoir, que ce soit chez les écologistes, au Parti socialiste, le PTB, donc le Parti de travailleurs belge, qui était l'extrême gauche, c'est l'équivalent des LFI. Mais le Parti socialiste aussi, il est l'équivalent du LFI en Belgique, en fait. Et maintenant, nous avons même un parti islamiste, qui s'appelle la Fouad Team, la Fouad Haïdar Team, qui est un personnage, en fait, qui était au départ chez les socialistes flamands. Et puis, à partir du 7 octobre, il a tenu des propos antisémites assez graves, mais déjà bien avant ça, bien avant le 7 octobre 2023, en 2012, il avait soutenu ouvertement les départs en Syrie, il a soutenu des djihadistes, etc. Et là, après le 7 octobre, il a tenu des propos antisémites, ce qui fait qu'ils ont voulu le renvoyer, mais il a donné sa démission, il a créé son propre parti, et il a gagné il a 3 élus députés à Bruxelles, et il a maintenant aussi des élus dans les mairies bruxelloises. Chez nous, on appelle ça les maisons communales. Donc dans les mairies, on a des élus de la Fouad Team, on a énormément de femmes voilées, mais il a pas fait rentrer que des islamistes, il a aussi fait rentrer des gens qui sont pas du tout musulmans, qui viennent d'autres partis, pour montrer que finalement il est ouvert, qu'il est pour l'ouverture et la diversité. Mais ça reste un parti islamiste, et dès le départ, il a dit que de toute façon, la religion faisait partie du politique et ne pouvait pas scinder les deux. Donc, il se gêne plus en Belgique. En Belgique, c'est vraiment ouvertement dit. Et les partis politiques continuent, même, je dirais que ça atteint même les partis de droite en réalité, parce que les islamistes, ils s'arrêtent pas à un parti, ils infiltrent tous les partis, quels qu'ils soient. Si demain, un parti d'extrême droite arrive au pouvoir, vous êtes sûr qu'il y aura aussi des islamistes, parce que ce qu'ils veulent surtout faire, c'est de se retrouver dans tous les partis et voter des lois charia compatibles, voire islamistes, pour que ça puisse passer. D'accord. Ok, merci. Et dans ton interview du Figaro qu'on a vu, elle était vraiment bien. Il y a un moment où tu disais que la Belgique avait 5 ans d'avance sur la France. Et ça, c'était une phrase qui était très marquante. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire pour essayer de nous prévenir, nous qui sommes en France?
Je crois que de toute façon, c'est vrai que nous sommes beaucoup plus en avance, avancés par rapport à la France. Je dirais de 5 ans, c'est vrai, parce que tout ce que vous vivez en France, en fait, moi je le vois, je suis de très près ce qui se passe en Europe et particulièrement en France. Et je vois exactement là où on en était en Belgique et là où vous allez en fait. Alors la chance que vous avez en France, c'est que vous avez la laïcité qui maintient vraiment, c'est des digues qui maintiennent et qui permettent justement qu'ils n'aillent pas plus vite qu'en Belgique. Mais il faut mener des actions. Si vous menez pas des actions, la laïcité, vous savez, ils savent comment s'y faire, comment s'y prendre pour essayer de la détourner. Et il faut la préserver. Et donc ça passe par des actions. D'abord, il faut que les citoyens soient au courant et formés sur qui ils sont, ceux qui sont derrière tout ça. Et ici, on parle clairement des frères musulmans et vous avez Florence Bergeau-Blaclair, qui est une chercheuse que vous connaissez aussi, j'imagine, qui a écrit un ouvrage sur le frérisme qui est vraiment un travail, mais incroyable, qui démontre tout. Et je pense que moi, je dirais, lisez et étudiez son livre, mais vraiment, il faut le connaître sur le bout des doigts pour savoir comment il fonctionne. Et ensuite, c'est mener des actions concrètes sur le terrain, faire de la résistance. Je pense que, et moi je le dis de plus en plus maintenant, c'est qu'il faut se préparer. Il faut se préparer non seulement à s'armer intellectuellement, mais il faut s'armer physiquement. Il faut savoir se battre. Parce que vous l'avez remarqué, vous, en tant qu'ex-musulman, que quand on parle, on est menacé. Et il faut se préparer à savoir se défendre. On peut pas rester et dire, ah ben non, finalement, il faut compter uniquement sur l'État. L'État ne peut pas tout. Et puis, quand vous avez des personnalités comme Bruno Retailleau, qui est courageux, il faut qu'il y ait des citoyens derrière qui le suivent et qui le soutiennent. Parce que sans ça, il va pas y arriver. Vous voyez bien, il essaie de tout faire, mais quand vous avez un président qui est complètement à l'ouest, il pourra tout faire. S'il n'a pas les citoyens derrière lui, ça va être compliqué. Et donc, pour moi, c'est vraiment, si je dois vous donner un conseil, c'est de vous préparer, de vous armer intellectuellement, mais physiquement aussi. Il faut être préparé, il faut s'organiser, il faut être dans la résistance. Pour moi, il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard. Vraiment. Pour moi, on est rentré en résistance et il faut continuer le combat. Chacun fait sa part des choses, on ne peut pas y arriver seul. Moi, je vais pas me prétendre à arriver à tout faire bouger toute seule, ce qui est faux, ce serait vraiment prétentieux et complètement stupide de ma part. Chacun de nous, que ce soit Vivi Apostat que je salue, que je vois qui mène son combat et qui fait ça très bien, que ce soit Inde, que ce soit Soraya avec la Révolution des cœurs, que ce soit avec Florence Bergeau-Blaclair en tant que chercheuse, que ce soit le CLR, le Comité Laïcité République, tous les laïcs en fait qui sont sur le terrain, qui sont qui font tous les jours, qui bougent, tous les chercheurs qui osent parler, qui prennent la parole et qui aussi ils se mettent en danger parce que quand vous voyez Florence qui est menacée de mort et qui est sous escorte policière, qui peut plus enseigner, parce que c'est ça en réalité. Quand on le fait à visage découvert et quand on y va, c'est souvent, on le paye très cher. Moi, je le paye très très cher en Belgique. Hein. Beaucoup pensent, imaginent que je suis payé pour ce que je fais, etc. Et vraiment pas du tout. Si je voulais vraiment avoir de l'argent et gagner de l'argent, je serais dans l'autre bord, de l'autre côté. Je serais rentré en politique, je serais chez les socialistes. On m'a déjà proposé des choses, honnêtement. Je vous parle franchement. On m'a proposé de m'acheter. J'ai toujours refusé parce que je sais ce que ça coûte que de ne pas être libre et de vivre sous l'emprise et l'entrisme islamique. Franchement, ça vaut pas tous les millions ou tout ce qu'on peut vous offrir. Ok, merci. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, comment est-ce que tu vis les menaces de mort, les vidéos de décapitation que tu as pu recevoir ou des appels? Comment tu gères ça de ton côté? Parce que tu es vraiment courageuse. Est-ce que tu as un avocat? Est-ce que tu as pris des dispositions? J'ai pris des avocats parce que là, la dernière, j'ai eu d'abord une femme politique qui est députée bruxelloise qui m'a traité d'islamophobe lors d'un conseil communal et qui m'a traité de raciste et de xénophobe d'une manière reconnue nationalement d'après elle, alors qu'on me laisse pas la parole, donc je vois pas comment je pourrais être reconnue. Et donc j'ai pris des avocats parce que suite à ça, 2 jours après, ou même pas un jour après, j'ai eu, non c'était un jour après, j'ai eu une menace de mort d'un djihadiste pro-Hamas. Et donc j'ai des avocats, mais évidemment tout ça, ça coûte. Donc il a fallu que je fasse appel et heureusement il y a des citoyens qui m'aident et qui ont fait des dons à l'Observatoire européen des fondamentalismes ou à Vivre la République.
parce que grâce à ça, je peux payer mes avocats. Sinon, moi, j'ai vraiment pas les moyens de le faire. Donc voilà, je peux compter sur l'aide des gens et des citoyens en règle générale. Mais sinon, ça aurait été impossible. J'ai eu aussi des djihad judiciaires. J'en ai eu deux islamistes. Il y a eu d'autres tentatives, ça n'a pas abouti. Et puis les deux que j'ai eus, je les ai gagnés tous les deux. Il y en a un qui a fait appel. Il y en a un djihad judiciaire, c'est d'une députée islamiste, et le deuxième, c'est un incubateur qui reçoit énormément d'argent de l'État belge et d'autres de Google, d'ING, etc. Mais là maintenant, en fait, on l'a dévoilé, qui il était, qu'il était de la mouvance islamiste. Et évidemment, du coup, la sûreté s'en est chargée, l'État a commencé à creuser, et là, je pense qu'il y a des choses qui vont commencer à sortir de plus en plus le concernant. Et puis, du coup, il y a eu un article d'un journal flamand, parce que les francophones, eux, ils se bougent pas du tout en Belgique. Ouais. Et là, on commence à montrer en fait qu'il fait rien dans l'association qu'il a créée, que c'était vraiment, il fait pas du tout le travail qu'il avait dit pour lequel il est payé, et c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Je peux pas en dire plus parce que sinon ça risque de mettre à mal mes avocats, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment dessus. Ça demande beaucoup d'énergie. J'ai aussi beaucoup de gens qui sont censés être laïcs en Belgique, c'est le plus fatigant et le plus épuisant. C'est ceux qui sont censés être laïcs et qui devraient nous défendre, qui ne me défendent pas du tout. Vous voyez, au contraire, qui mettent plutôt des bâtons dans les roues, parce qu'ils ne supportent pas, parce qu'ils savent que j'ai des dossiers sur eux et que ça risque, si ça se sait, eh bien, ça va leur tomber dessus, et pour eux, c'est juste insupportable parce que, voilà, ils sont subventionnés aussi par l'État, donc ils ne veulent pas perdre leur subvention. D'accord. Ok, merci. Et en parlant des islamistes, toi, par rapport à l'Algérie, puisque je sais que tu es algérienne, est-ce que tu te sens capable, prête de retourner en Algérie? Est-ce que là-bas tu crains des choses? Attends, mais je vais reprendre. En fait, je suis pas algérienne, je suis d'origine marocaine. Ah oui, Maroc. Ok, pardon. Ouais, je suis d'origine marocaine, mais je suis très bien ce qui se passe en Algérie, aussi en Tunisie, etc. Et pour l'instant, je dirais que l'Algérie et la Tunisie, c'est les deux pays pour moi du Maghreb qui sont les plus difficiles, et là où je mettrais pas les pieds, où je déconseille aux laïcs et ceux qui défendent nos positions d'aller, parce que vous risquez vraiment gros en Algérie et en Tunisie. Au Maroc, c'est déjà un peu moins, parce que disons même que par rapport à la politique, on va dire avec Israël, parce qu'il y a les accords d'Abraham. Du coup, je ne risque pas grand-chose au niveau politique. Par contre, là où je risque, c'est au niveau des citoyens marocains qui sont pro-Hamas et pro-islamistes. Là, par contre, il y a un vrai danger. Donc, c'est vrai que le Maroc, j'y mettrai pas les pieds pour ça. Pas pour le pouvoir marocain, par rapport au pouvoir marocain, mais plus par rapport aux citoyens marocains. Je suis d'origine marocaine, mais je suis pas marocaine. Même si quand je vais là-bas, on me considère comme marocaine. Mais pour moi, je me sens belge parce que je suis née en Belgique. J'ai des origines marocaines que je renie pas du tout, absolument pas. Mais j'ai pas été élevée, j'ai pas grandi au Maroc, donc je suis pas marocaine, on va dire, d'un point de vue culturel, même si j'ai mes grands-parents qui étaient marocains, et voilà quoi. D'accord. Ok. Et du coup, par rapport à Café Laïque, ton projet il continue toujours? Alors le Café Laïque Paris-Bruxelles, là dernièrement, la dernière conférence que nous avons organisée à Bruxelles, ça s'est fait malgré qu'on nous a annulé au dernier moment un café, une location de lieu. Et encore une fois, c'est une question politique. Ils ont reçu des pressions, et pas forcément des islamistes. Hein, c'était surtout des pressions des gens qui sont censés être laïcs, qui ne supportent pas que je sois visible et que je dénonce tout ça, parce que eux, ils ont peur, ils ne le font pas, et donc ça les dérange qu'on le fasse, parce que du coup, on leur demande à eux aussi de se mouiller, et donc voilà. Et là, j'aimerais bien récolter des fonds pour essayer d'acheter un local, pour qu'on ne puisse ne plus nous délocaliser, ne plus annuler nos conférences. Par contre, à Paris, ça continue toujours. Nous sommes soutenus par les salons Hoche,
qui mettent à disposition leurs locaux. Et là, par contre, ça continue et on a beaucoup de gens et il faut vraiment pas hésiter à venir. Il y a tout ce qu'il faut. Aussi bien, je dois dire que ce soit à Bruxelles ou en Belgique, quand il y a des cafés laïques, je peux vous assurer que on garantit vraiment la sécurité. Donc, il faut vraiment pas hésiter à venir et à nous soutenir parce que c'est comme ça qu'on fait de la résistance. Et les cafés laïques sont importants parce que c'est là où on forme les gens. On organise non seulement des cafés laïques, mais on fait aussi de l'islamisme pour les nuls. Alors, c'est assez ironique, hein, mais on apprend aux gens à décrypter les islamistes, à les comprendre, mais aussi à décomprendre le double discours, à expliquer comment ça fonctionne. Et ça, il y a vraiment, ça a du succès, ça a son succès, et je pense que c'est important de venir et de soutenir ce genre d'initiative. Parce que sans ça, on risque, je pense que il y a que comme ça qu'on pourra y arriver. En étant présent sur le terrain, en venant à des lieux comme ça pour se former, même si on connaît l'islam ou l'islamisme, si on se forme pas, on peut pas vraiment mettre des mots. Parce qu'il faut être précis en réalité. Il suffit pas juste de connaître l'islam ou juste de connaître les islamistes. Il faut aussi comprendre leur méthodologie. Ça demande l'étude. Moi, quand j'ai commencé l'anthropologie, même si j'étais travailleuse sociale, j'avais fait des études. J'ai fait l'anthropologie pour avoir une méthodologie de travail, pour comprendre les choses et pour avoir surtout une bonne méthodologie qui me permet vraiment de mettre des mots sur ce que je vois et de les théoriser. Ça demande beaucoup de travail intellectuel. Et même en ayant mon master en anthropologie, j'ai encore des lacunes. J'apprends tous les jours auprès de chercheurs et des invités que j'invite qui nous expliquent tout ce qu'ils connaissent, leurs connaissances qu'ils partagent. Et je les remercie parce que la plupart la majorité, même tous, ne se font pas payer quand ils viennent. Ils le font vraiment pour soutenir le café laïque et par esprit de laïcité, par esprit laïque. Et parce qu'ils se rendent bien compte que c'est un combat qui est important et qu'il faut qu'on soit nombreux à le faire. Franchement, c'est pas d'emblée, c'est pas quelque chose de naturel. Il faut relever le courage de ces gens qui viennent parce que eux aussi, hein, ça leur prend. Mon ami Yana Grinspun, qui est aussi professeur à l'université Sorbonne, qui en paye aussi les conséquences. C'est quelqu'un qui a aussi une chaîne podcast qui s'appelle Perdition idéologique, qui explique aussi pas mal de choses. Ça vaut vraiment la peine de les suivre. La chaîne du Sérif de Florence Bergeau-Blaclair, ça vaut la peine de les suivre parce que ce sont des universitaires qui peuvent aussi nous apporter beaucoup. Et ensemble, en fait, on peut avancer. Nous, on leur apporte du terrain. Expérience, on peut leur apporter aussi des choses. Et eux, ils peuvent compléter aussi nos connaissances avec leurs analyses approfondies, avec leur méthodologie et leur travail sérieux scientifique. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Et ça, les islamistes ne supportent pas. C'est pour ça qu'on est menacé, parce que je pense que les islamistes ont très bien compris que si on allie nos forces, d'ailleurs, vous le savez, ils détestent la fitna, donc la discorde au sein de la communauté musulmane, parce qu'ils savent que c'est la pire des choses. Par contre, ils aiment semer la discorde dans les autres groupes. Et nous, il faut absolument qu'on se serre les coudes, qu'on soit ensemble et qu'on avance ensemble. Sans ça, ils savent très bien qu'on va être affaiblis. Et c'est pour ça que c'est important des cafés laïcs, que c'est important tout ce qui se fait et que chacun là où il est, on peut se soutenir et avancer. Merci beaucoup. Ça donne chaud au cœur. Mais en fait, je voulais aussi savoir comment les gens ils peuvent savoir quand est-ce qu'il y aura des cafés laïcs ou sur quel site, comme ça on pourra le partager. Alors c'est sur www.cafla.eu. J'insiste bien sur le .eu parce qu'avant on avait .be, mais il a été hacké, il a été remplacé par un site pornographique. Oh. Donc c'est pas le même projet, vous voyez. Donc j'insiste sur que ce soit, ça c'est www.cafla.eu. Et là vous avez un programme et je vais le compléter pour les mois à venir. Il y aura vraiment il y a à chaque fois du beau monde et c'est toujours très intéressant. Donc je vous le conseille vivement. D'accord. On va le partager. Merci, là, on a pris note. Et du coup, tu m'as dit que tu avais des besoins, que ce soit financiers,
pour le projet. Est-ce que tu aurais d'autres besoins sur lesquels on pourrait t'aider, apporter quelque chose? Excuse-moi, ferme ton mic, juste avant de passer à un autre point. Est-ce que déjà on pourrait épingler voilà, ce que Nadia a écrit, donc W, Kafla, etc. Est-ce que tu sais le faire? Ok, je vais essayer. Puis je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Alors, le projet, pour l'instant, en fait, on fait beaucoup de... Enfin, moi, j'essaie en tout cas d'être sur beaucoup de projets, que ce soit pour aider les apostats, les ex-musulmans, parce que pour moi, les ex-musulmans, c'est vraiment une solution. Les Kabyles, c'est une solution aussi. Il y a des Kabyles laïcs qui sont complètement de notre côté. D'ailleurs, le 20 avril, il y a un événement à Paris. Il faut vraiment soutenir les Kabyles. Il y aura un événement pour la commémoration des massacres de 1980 et 1970, je crois qu'on dit en France, et 2001. Donc, il faut vraiment être présent pour les soutenir. Ça, je pense que c'est aussi important. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux parce qu'il y a nos voix, ça peut résonner, il faut que ça résonne. Alors, du coup, d'autres besoins. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté suite au Figaro Live et qui m'ont proposé de m'aider pour faire des vidéos, des capsules vidéo. Donc, c'est vraiment d'être dans le pragmatique. Là, j'ai créé aussi une bière qui s'appelle la Berbère. Cool. Et c'est une bière qui est de très bonne qualité, qui est belgo-marocaine. Et donc voilà, je l'ai créé il y a quelque temps, ça vient de sortir. Et ça aussi, si les gens veulent, s'ils connaissent des bars, restaurants, etc., voilà, de préférence kabyle, berbère, n'hésitez pas à faire connaître. Je vous donnerai je mettrai le lien aussi. Parce que pour moi, c'est aussi mettre ensemble tous nos compétences et les savoirs, et de montrer en fait que même si on est belge, on peut être belge et en même temps voilà, allier les deux, le savoir belge et le savoir de mes origines berbères. Et ça, c'était vraiment à la mémoire aussi de ma grand-mère, parce que je sais pas si vous le savez, mais ma grand-mère avait des tatouages berbères, et pour la plupart des berbères, vous savez que c'est quelque chose de très important. Et les islamistes l'ont obligée à l'enlever, comme ils ont obligé beaucoup de femmes berbères en leur disant que c'était haram. Et elles, comme elles ne me connaissaient pas et qu'elles ont subi des pressions, elles ont été enlevées ça au laser dans les hôpitaux. Et j'ai vu quand même que ça, c'était un déchirement, parce que c'est vraiment un signe d'appartenance. Là, ça signifie beaucoup, ce tatouage, pour les femmes berbères. Et quelque part, c'était effacer leur histoire, qui elles étaient. Et donc pour moi, créer on va dire ce breuvage, c'était important, et c'était une manière pour moi aussi non seulement de lui rendre hommage, mais aussi une ouverture et de montrer qu'on est là, et puis un bras d'honneur à tous ces islamistes. Bravo. Bien, du coup, on a plusieurs personnes sur le panel. Peut-être que d'autres personnes avaient des questions à poser, ou quelqu'un voulait intervenir. Je sais qu'il y a Levé qui voulait parler. Vivi ou Inde, n'hésitez pas. Oui, absolument. On va faire intervenir tout le monde, et puis ceux qui veulent poser des questions à Fadela et qui sont dans le chat, faites juste un commentaire et on vous fera monter. Voilà. Ok. Du coup, pour s'organiser, on n'a qu'à faire dans l'ordre. Si Inde n'a rien à dire, on peut passer à Vivi et ainsi de suite. Levé. Peut-être que Vivi, tu voulais intervenir. Ouais, allô, on m'entend bien? Ouais, parfait. Ouais, déjà, merci à vous d'avoir invité Fadila. Merci à toi, Fadila, d'être venu. Et vraiment, j'appelle tout le monde, le maximum de monde possible, à soutenir vraiment Fadila. Parce que je suis venu, moi, une fois, au Café Laïque, témoigner, etc. Fadila, voilà, elle m'a montré un peu comment était la Belgique, en un laps de temps de 2 jours, etc. Mais vraiment, la situation là-bas est catastrophique. C'est vraiment, j'étais loin de m'imaginer à tel point que l'islamisation était vraiment, vraiment de manière poussée. Et Fadila, elle est vraiment toute seule. Elle reçoit des menaces de mort quotidiennement. Je la vois telle une baroudeuse. Elle marche là, elle est courageuse. Elle peut se faire agresser à tout moment, et
vraiment, c'est important de la soutenir jusqu'au bout et je salue ton initiative sur les bières. C'était vraiment très touchant ce témoignage par rapport à ta grand-mère. Je n'étais pas au courant. Et voilà. Beaucoup de courage à toi, voilà. Je te soutiens et j'espère que le plus de monde possible te soutiendra et pour une noble cause, la laïcité et contre l'obscurantisme. Merci beaucoup, Vivi. J'apprécie énormément et c'est vrai que notre petite balade à Bruxelles, ça m'a fait vraiment plaisir de te faire découvrir Bruxelles, même si j'aurais aimé de te le faire découvrir d'une manière plus positive que ça. Mais malheureusement, la réalité étant. Mais n'hésitez pas, pour ceux qui veulent venir à Bruxelles, voir de leurs propres yeux, voir ce qui se passe réellement, parce qu'il y a beaucoup de gens évidemment qui disent que c'est faux, que ça n'existe pas, etc. Ils me font passer pour une folle. Mais il faut venir pour voir vraiment la réalité. Maintenant, on voit surtout beaucoup de jeunes filles, d'adolescentes, mais aussi des petites filles qui portent le voile. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Même si déjà ce qu'on voit, c'est déjà terrible, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Et tout ce qu'on ne voit pas, c'est vraiment ce que les jeunes subissent au sein de leur famille, au sein de la communauté. Et ils sont complètement écrasés. Et là, maintenant, il va falloir leur tendre la main pour essayer de leur montrer que qu'on est là, qu'on existe, et de les accompagner pour qu'ils puissent se libérer de ce dogme. Ok. Merci. Levé, est-ce que tu voulais parler? Je crois que tu voulais intervenir. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Fadila. Alors Fadila, si tu me reconnais, ne donne pas mon nom sur le live, s'il te plaît. D'accord. Tu sais, pour plusieurs raisons. Hein. Voilà, alors Fadila, c'est une personne que je connais très bien. On a milité ensemble, on a fait des actions ensemble. Je sais pas si tu me reconnais ou pas. Oui, t'inquiète pas, je te reconnais. Mais le problème, alors moi, Fadila, tout à l'heure, toi, tu disais que moi, je suis très pessimiste. Tu connais mon combat, on a milité, on a fait des choses. Et pourquoi je suis pessimiste? Alors, je suis pessimiste parce que j'ai l'impression que les laïcs, en fin de compte, tout le monde, en fin de compte, on est trop chacun dans son coin. Il y avait un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ans de ça, avant le Covid, on était beaucoup plus rassemblés ensemble et il y avait plus de laïcs ensemble. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que les laïcs sont éparpillés un peu partout. C'est des petits comités à droite. Tu me dis si tu n'es pas d'accord avec moi, bien sûr. On est un petit peu éparpillés. Chacun milite de sa façon, comme il peut. Et comment refaire, à ton avis, Fadila, comment remettre cette dynamique qu'on a eue il y a quelques années, où on était vraiment tous ensemble, j'ai envie de te dire. Voilà, il y avait, pour ne citer que elle, il y avait les femmes sans voile, il y avait pas mal d'associations de terrain, des associations d'un peu partout. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que, regarde, il y a beaucoup de gens qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus. Il y en a bien sûr qui sont retirés parce que ils ont peur. Il y a des personnes qui ont été menacées, voilà. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je voulais savoir, toi, comment tu pourrais, par rapport à ton café laïque, réunir toutes ces femmes-là, tous ces gens-là, toutes ces associations qui, il y a quelques années, avant le Covid, parce que je pense que le Covid aussi a déglingué pas mal de choses, redonner cette dynamique, parce que j'ai l'impression, après c'est une critique positive, j'ai l'impression aujourd'hui, il y a que des intellectuels. Aujourd'hui, on choisit nos universitaires. Il en faut, je dis pas qu'ils n'en font pas, mais on a à nouveau abandonné les quartiers. À nouveau, à un moment donné, il y avait une dynamique des quartiers où les femmes des quartiers se sont réveillées, ont fait des choses, ont milité, voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça est devenu un combat que intellectuel, journalistique. Je sais pas si ça se dit ou pas. Où il y a que, j'ai l'impression que on a oublié tous ces gens qui étaient sur le terrain, qui ont milité. Pour certains, tu connais, ont été menacés aussi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a eu, c'est un avis vraiment, je te le donne, tu me connais très bien. Je vais être franche avec toi. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi, de la part de certains laïcs, si on se déchire entre nous, il y a eu le mépris de certains laïcs
Et aujourd'hui, comment alors, parce que moi, dans les quartiers, on a fait les quartiers ensemble. J'ai l'impression que c'est encore pire qu'il y a 2 ou 3 ans. On avait visité certains quartiers. J'ai l'impression qu'on n'a rien fait. Je suis déçue parce que des fois, je me dis tout ce qu'on a fait, on a risqué notre vie, on a été menacés, on a dû déménager pour certaines d'entre nous, on a perdu notre travail, toi aussi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, rebelote, on a encore laissé le vide qu'on avait. Pourtant, il y avait une dynamique où tout le monde se battait dans tous les quartiers, peu importe le statut social ou autre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, rebelote, on est livré à nous-mêmes. Il n'y a plus personne. Et puis il y a trop de, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a j'entends beaucoup Rotaillot parler, mais j'ai l'impression que ces politiques-là, comme Rotaillot et Sarkozy, tout ça, moi, la droite, je l'ai connue, je la connais, puis je leur fais plus confiance à ces politiques-là parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus dans la communication, parce que sa droite aussi a participé à l'islamisme et tout ça. Alors, aujourd'hui, ma question, Fadela, elle est comment retrouver en fin de compte cette dynamique qu'il y avait dans les quartiers pour toutes ces associations qui sont aujourd'hui, pour certaines, elles font d'autres combats autrement. Aujourd'hui, le quartier les quartiers sont abandonnés plus. Et j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a à nouveau cet abandon des quartiers qui est là, qui est présent. Voilà, Fadela. J'entends tout ce que tu me dis et le problème que nous avons effectivement avec certaines personnes laïques, malheureusement, comme dans tout combat, on a des gens qui sont sincères et d'autres qui ne le sont pas. Et parmi les gens qui ne sont pas sincères, moi je le dis franchement, j'ai dû faire du nettoyage autour de moi. Donc il y a des gens que j'ai éloignés parce que finalement c'était des gens qui étaient plus là pour mettre des bâtons dans les roues ou pour être dans une espèce de course à l'ego, de se flatter l'ego et d'être juste présent pour montrer qu'ils existent, mais concrètement ils ne faisaient rien. Et donc là, pour moi, clairement, je choisis les personnes avec qui je travaille. Je ne prends pas n'importe qui et j'essaie vraiment d'être avec les gens qui veulent faire des choses et qui le font. Il y a des associations qui bougent, il y a des associations qui travaillent toujours. Dans le quartier, c'est très compliqué parce que on sent aussi que le travail se fait surtout sur les réseaux. Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fonctionne le mieux pour l'instant parce que les jeunes y sont. Parce que quand tu vas dans les quartiers, les jeunes, même si tu crées une association, les jeunes vont pas venir, ils ont trop peur de se faire menacer. Donc tout ce qu'on fait, moi mon travail, quand je fais un travail de terrain, je le fais plus par des discussions via WhatsApp, via les Messenger, etc. Donc contact téléphonique, plus que être vraiment dans la rue avec ces gens dans les quartiers, parce que clairement ils ont peur. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent si c'était dans les quartiers de Molenbeek, etc. Les gens viendraient pas, ils pousseraient pas la porte, parce que c'est un gros risque si les gens les voient, s'ils sont grillés. Donc ça, c'est une chose. Donc je pense que le travail qu'on fait, le travail que Vivi Aposta fait, que Aposta Keffe fait, que d'autres font, que Magic Doukacha fait, etc., ça porte ses fruits. Les gens suivent via les réseaux sociaux. Là, le live, il y aura probablement des jeunes qui vont aussi écouter, donc ça va aider. En termes politiques, il faut rien attendre du politique. Moi, je pense que Bruno Retailleau fait des choses quand même. Il dit qu'il va faire et il mène des actions. C'est pas évident, mais il le fait. Sarkozy, il a été à côté de la plaque. Il a aidé justement les frères musulmans à se constituer, ça c'est clair. Mais c'était aussi une période où les gens ne connaissaient pas vraiment. Maintenant, on commence à connaître les frères musulmans. Au niveau politique, ils commencent à les connaître. On a des gens qui sont pas du tout courageux, comme Macron ou d'autres, qui évidemment se mettent à genoux et à plat ventre devant les dirigeants du Maghreb ou devant les frères musulmans ou devant les islamistes. Et il y en a d'autres, par contre, comme Bruno Retailleau, il fait quand même des choses, et il constitue quand même des groupes pour discuter, pour essayer de mettre des choses en place. Je sais qu'il y a un groupe de travail au Sénat qui s'est mis en place pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et sur le terrain et politiquement. Donc ça commence à se faire. Il a fallu du temps, il a fallu d'abord du temps que les gens comprennent. Tout le monde ne connaissait pas. Il y a encore quelques années, les gens se disaient bon, ok, il y a les frères musulmans, oui, il y a les islamistes, mais ils savaient pas de quoi on parlait. Et c'était que du politique et c'était que du blabla. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte en fait qu'on a un vrai problème. Il y a une prise de conscience. Mais c'est vrai que je vais te tutoyer parce que on se reconnaît, mais
il y a quand même des gens qui ont fait beaucoup de tort dans cette lutte, beaucoup de gens qui vont raconter des choses négatives sur les uns et les autres, et ça nous dessert. Moi, maintenant, j'ai arrêté d'écouter tout ça, et j'essaie vraiment de travailler avec les gens qui veulent travailler, et tout ce qui est ouais, dire du mal des uns et des autres, pour moi, je mets de côté maintenant, parce que ça sert à rien, ça détruit vraiment notre cohésion, et je pense que c'est ça qui a détruit vraiment la cohésion de certains d'entre nous, alors qu'on pouvait justement à ce moment-là se constituer. Il y a malheureusement des gens qui se disent laïcs et qui ne le sont pas forcément. Il y a des gens qui se disent féministes et qui ne le sont pas du tout. Et malheureusement, ils font du tort et ils continuent encore à faire du tort. Et ben voilà, il faut que nous, maintenant, on continue notre chemin de notre côté et qu'on essaye de travailler avec ceux qui veulent vraiment travailler. Et je pense qu'il ne faut pas penser que qu'on va avoir tout le monde de notre côté. Mais si on peut travailler quelques-uns ensemble, quelques groupes ensemble, et des gens puissants, quand je dis puissants, c'est vraiment puissance dans le sens où ils ont du monde derrière eux. Eh ben, je pense qu'on peut y arriver. Et là, je pense aussi que depuis le 7 octobre, il y a eu aussi un autre réveil. Il y a aussi des gens qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait depuis le 7 octobre. Ils commencent à se réveiller. Ils ont vu les manifestations pro-Hamas dans la rue. Et là, ça les a frappés de voir les propos haineux, l'antisémitisme qui a explosé, etc. Tout ça, ça compte. Parce qu'ils ont vu que derrière, avec les filles qui s'est lâché dans les propos qu'il tenait, bah ça a montré qu'on est dans quelque chose de très grave, alors qu'avant ça se voyait pas forcément. En Belgique c'était plus visible, mais en France ça se voyait pas encore tant que ça. Et donc quand des gens comme toi ou comme d'autres vous parliez, ben certains minimisaient, ils disaient c'est peut-être pas vrai, peut-être que c'est pas du tout vrai ce qu'elle raconte. Et puis il y en avait d'autres qui cassaient du sucre sur toi, un certain préfet en particulier qui a fait aussi du tort à tous ces mouvements et à vos mouvements. Donc je pense que il faut quand même résister et avancer. Moi, j'ai essuyé beaucoup d'insultes, beaucoup de mépris de certains laïcs, mais j'en ai pas tenu compte, je les mets de côté et j'avance. Et finalement, j'avance avec ceux qui en valent vraiment la peine, ceux qui comprennent, ceux qui sont vraiment dans le vrai combat, ceux qui sont sincères dans ce qu'ils font. Et pour moi, c'est ça qui est important. Donc, il faut vraiment passer au-delà. Les chercheurs, oui, on en a besoin. Même si dans la télé, on parle des chercheurs, mais il n'y a rien à faire. Le fait d'avoir une étiquette de chercheur, ben, il n'y a rien à faire. C'est pris pour du sérieux parce que c'est scientifique. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on dit, nous, n'est pas non plus pris au sérieux. Je pense qu'on a de la place aussi bien pour les chercheurs que pour des gens de terrain comme nous. Mais c'est pas toujours évident d'avoir le micro ou qu'on nous tende le micro, etc. Mais certains le font et et dès qu'on a l'occasion, ben il faut y aller. Et puis ben il faut utiliser les réseaux sociaux. Il faut y être sur les réseaux sociaux. Il faut prendre la parole. Il faut dire ce qu'on fait. Il faut lutter et continuer le combat malgré tout. Moi, je le fais à visage découvert parce que je pense que ça a encore plus de poids quand on le fait à visage découvert. Et je comprends aussi ceux qui ne le font pas à visage découvert parce que quand vous travaillez, ben vous n'avez pas le choix. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai payé. Je l'ai payé le fait de le faire avec mon nom, avec le visage découvert. Ah ben, j'ai perdu mon emploi. Je risque de me faire agresser, etc. Et je peux comprendre que certains le font à visage caché jusqu'à ce que des personnes soient prêtes à le faire et à en payer les conséquences, à prendre le risque de le faire à visage découvert. Moi, je le fais comme ça parce que je pense que c'est en montrant l'exemple que je vais pouvoir influencer et aider à d'autres à faire le pas. Merci encore. Franchement, ça motive. La jauge d'énergie, elle a augmenté et en même temps, c'est touchant. Bah, les amis, n'hésitez pas à partager. On continue. Merci pour les tapotages. Et peut-être que Spicy, là, à ton tour, si tu te sens bien, tu peux intervenir. Après, ce sera Posta Kafir, mais n'hésitez pas, les amis. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, en tous les cas, Ferme-toi Mike, pour le live. Et merci à Madame Fadila d'être là. Et merci à tous. Bien sûr, on a dépassé les 100K, ça m'intéresse, pour sécuriser le live. Bref, moi, ce qui m'inquiète depuis que je suis venue en France, je me souviens que j'en ai parlé avec des amis, français, soi-disant athées, à l'université de mon apostasie. Dès qu'ils m'ont posé la question, est-ce que tu en souffrais, tout ça, oui, forcément, j'en ai parlé clairement.
Une d'entre elles est sortie avec le mot, bien sûr, de la censure. J'appelle ça l'islamophobie. Elle m'a posé la question, es-tu islamophobe? Je lui ai dit, bah non, absolument pas. Ma famille est musulmane, j'ai des amis musulmans, c'est impossible. Donc, mais en fait, surtout si on est maghrébin, c'est ça. Les Iraniens, c'est à cause des médias, ça, je le sais. Hein. Les Iraniens, les Iraniennes sont plus entendus. Et merci à eux et elles, bien sûr, parce que sans eux, par exemple, le voile serait aperçu en Occident comme quelque chose de positif, en fait. Parce qu'on ne pourrait pas donner le contre-exemple, et les médias n'ont pas donné un petit peu le contre-exemple de ce que c'est l'autorité religieuse. Malheureusement, les médias l'ont tellement mal fait que maintenant, l'islam, je ne parle pas que du voile, hein, l'islam, vraiment, c'est affligeant, c'est que les gens ont cette idée que cet islam qui se trouve en Iran ou cet islam qui se trouve en Irak et en Afghanistan, c'est un islam féerique. Ce n'est pas le vrai islam. Et ça dérange autant. Je finirai avec aussi donc la question qui va venir par rapport à la France, parce que moi, mon combat, maintenant, il est en France. Et j'ai des projets, je vous en parlerai d'ailleurs, Madame Fadila, vu que vous en avez parlé tout à l'heure d'un café, d'un local et tout ça. Je pense qu'il y a une personne qui devrait vous intéresser, mais ça on verra en privé. Bref, la question elle est là. Je sais pertinemment que LFI, oui je suis de gauche et ça me choque qu'on appelle le LFI un parti de gauche, pas du tout. Il joue il joue le jeu des frères musulmans. D'ailleurs, avec la vidéo de Frontières que j'ai vue aujourd'hui, normalement leur magazine est sorti récemment, voilà. Ils ont montré avec des preuves aussi que, effectivement, LFI, non mais certains de leurs représentants sont pro-islamisme, sont pro-frères musulmans. Et notamment avec donc ça fait un mois exactement où le CCIE, donc Madame Fadila Maroufé en a parlé, CCIE est venu quand même à l'Assemblée donc via l'aide d'un représentant à LFI quand même, Raphaël. C'est de voir durant les manifestations effectivement les discours ignobles, antisémites et anti-France. Et ce qui est ici la question que je me pose, c'est comment on va faire entendre notre voix. Certes, il y a les réseaux sociaux, mais je sais en fait que c'est pas une question de déradicalisation hein, ou c'est pas ça le problème, je le sais. Mais est-ce que ça serait pas donc sur les réseaux sociaux comment on fait? Parce que moi aussi je fais des lives, allez maximum on touche les 200 personnes presque à chaque fois. Pour moi c'est quelque chose. J'essaie un petit peu d'avoir de plus en plus d'abonnés et de voix, voilà, pour faire entendre ce discours et dire que nous traiter d'islamophobes, en fait, c'est une censure. Par contre, est-ce que je me sens impuissante face à un parti politique qui joue, mais là c'est plus caché en fait, qui joue le jeu des frères musulmans, je ne sais pas comment faire. Est-ce que une création d'un nouveau parti politique, je ne sais pas, anticlérical, ça pourrait le faire? Je ne sais pas comment y aller. De mon côté, je vais reprendre des études. Oui, je vais passer ma vie dans les études pour juste avoir effectivement l'étiquette de une personne sérieuse qui parle de ça. Non seulement avec aussi ma vie, mon témoignage, pardon, excusez-moi, mon expérience en tant qu'ex-musulmane et en plus de ça qui débat des textes. Le problème, c'est comment on va faire parce que c'est compliqué. Parce qu'il y a un parti politique en France qui joue ce jeu-là. Certes, la France est laïque. Par contre, je me souviens plus qui est-ce qui a dit. Je sais plus quel cheikh dans les commentaires si vous pouvez m'aider. C'était en 2002 à Rome. Il leur a dit donc avec votre démocratie, on vous dominera et avec nos lois coraniques. Je sais pas. Il y avait aussi une question de domination en fait. On vous soumettra, je crois. On vous soumettra. Merci beaucoup. Ils ont été plusieurs à le dire, ça. Je crois que même Boumedienne l'a dit.
en son temps. Ben, pour la question politique, en fait, pourquoi est-ce que les filles a du succès? Parce que derrière, ils ont des gens qui sont agressifs, qui sont présents, qui n'ont pas peur de se montrer. Si nous, on était visibles, si nous, on était nombreux à être à l'extérieur, ben les partis politiques, ils prendraient notre défense, ils prendraient pas la leur. Le problème, c'est que eux, ils sont agressifs. C'est pour ça, tout simplement. Le politique, celui qui est le plus visible, celui qui gueule le plus, celui là où ils sont le plus nombreux. Malheureusement, nous, on n'a pas été très nombreux. C'est-à-dire que, comme on s'est dit bah, qu'on était seuls, finalement, chacun est resté dans son coin. Et eux, par contre, ils se sont organisés. Le CCIE s'est organisé, le CCIF s'est organisé, qui est devenu le CCIE. Je dis très souvent, intéressez-vous à ce qui se passe à Bruxelles. Pas pour la Belgique, parce qu'il y a les institutions européennes. Le CCIE, depuis la Belgique, depuis Bruxelles, il attaque. D'ailleurs, regardez, il est revenu en France. Vous l'avez très justement dit. Raphaël Arnaud les a invités, mais parce qu'ils se sont réfugiés là-bas, et que là-bas, ben, ils sont entendus par le Parlement européen. Ils ont des liens avec des gens qui sont au Parlement européen. Ils ont su infiltrer. Ils sont présents. Et nous, il faut qu'on soit aussi présents. Il faut qu'on s'organise. Et si on s'organise, vous allez voir que les politiques vont se retourner. Le problème, c'est que pour l'instant, on s'organise pas encore totalement. On discute entre nous, oui, etc. Mais combien, si on organise, regardez, le 20 avril, il va y avoir une manifestation. Qui sera présent le 20 avril à Paris pour aller manifester? Qui sera présent le 14 février quand j'organise une manifestation à Bruxelles en face du Parlement européen où j'invite les Français et les Belges à manifester contre l'islamisme? Qui va venir jusque là-bas? Qui va se bouger? Eux, regardez ce qu'ils font. Vous savez comment ils organisent les manifestations, que ce soit en Belgique ou en France? En fait, ils s'apprêtent des cars entiers. Quand il y a une manifestation à Paris, les Belges viennent à Paris. Et quand il y a une manifestation à Bruxelles, ben, il y a des cars qui viennent depuis Paris jusqu'à Bruxelles. Et comme ça, on a l'impression qu'ils sont nombreux. C'est comme, ils s'organisent. Ils s'organisent à travers, au-delà même des frontières. Et nous, on ne le fait pas. Si moi, demain, je vous dis, ben voilà, le 14 mai, j'organise une manifestation, combien d'entre vous seront présents? On me dira, ben oui, mais non, parce que j'ai ceci, j'ai cela. Eux, ils s'en foutent. Ils sont là-dedans, ils ont leur projet et ils ont qu'un objectif et c'est cet objectif-là qu'ils veulent atteindre. Nous, de notre côté, si on se trouve à chaque fois des excuses, eh ben, on n'y arrivera pas effectivement. Par contre, si on s'organise et qu'on se bouge, oui, on peut y arriver. Ben, moi, ça me coûte, hein. Je viens à Paris, je vais à Bruxelles, je retourne à Bruxelles, je bouge pour faire avancer les choses. Ça me coûte en énergie, tout ça. Ça demande beaucoup. Mais je sais en même temps que c'est le prix à payer pour arriver à faire bouger les choses. Et je sais que ça fait bouger les choses parce que croyez-moi, il y a des choses qui sont visibles et puis il y a des choses qui sont invisibles. Et je peux vous dire que d'une manière invisible, les choses bougent aussi beaucoup. Et ça reste invisible, je peux pas en parler parce que sinon, ça risque de tuer l'œuf, on va dire, avant qu'il puisse éclore. Mais ça bouge. Après, il faut aussi la visibilité. Et la visibilité, c'est venez aux manifestations, venez quand il y a des appels des laïcs, etc. pour dire nous devons organiser une manifestation. Quand il y a eu le 8 mars et qu'il y a eu des demandes pour faire une manifestation en soutien, par exemple, aux femmes qui ont été violées, aux Israéliennes, etc., aux personnes de la communauté juive, qui étaient présents pour pouvoir être avec eux. C'est ça aussi, c'est qu'on doit nous se bouger quand il y a d'autres manifestations aussi pour montrer que nous sommes là et qu'on doit être ensemble. C'est en montrant l'exemple qu'on va faire bouger les choses. C'est pas en restant et juste en parlant. La parole, c'est bien, ça circule, mais il faut aussi des actions concrètes. Et les actions concrètes, c'est de faire l'effort aussi de se bouger. Merci beaucoup, Fadila. Donc, on va faire tourner la parole. Après, n'hésite pas à me dire combien de temps encore tu peux rester, comme ça, on te tient pas trop. Et, merci. Donc, voilà. Aposta Kafir, tu voulais intervenir. Après, les autres, vous pourrez intervenir. On va essayer de pas la tenir jusqu'à demain non plus, mais merci en tout cas pour tous ceux qui sont là. Non, je vais faire comme d'habitude, hein. Je vais parler que de moi. Moi, ma gueule à moi. Bonsoir Fadila. Bonsoir. Il me met un fou rire là. Moi, pardon, donc bonsoir, mais merci Fadila pour ta présence. Merci pour l'organisation de ce live. Moi, malheureusement, je suis un peu comme, désolé, hein, à mon âge, la mémoire immédiate s'effiloche un peu. Je sais pas qui tout à l'heure a dit qu'elle était pessimiste. Je suis moi aussi pessimiste à court terme.
pas à long terme. À long terme, je sais que cette religion va disparaître et devenir un folklore, une vieille légende d'un arrière grand-père qui ne mangeait pas de porc à cause d'une croyance débile. Ça arrivera dans le futur, mais à court et moyen terme, je suis vraiment pas très optimiste. J'ai l'impression que l'islam est une mécanique qui est sur une route. Nous, on est sur la même route et peu importe la destination, l'islam utilise tous les stratagèmes illégaux, c'est-à-dire excès de vitesse, respecte pas les priorités à droite, respecte pas les feux rouges, il avance, et nous on est là comme des couillons. Non, nous on est respectueux, on va respecter les feux rouges, on va respecter les priorités à droite, on va respecter les limitations de vitesse, on est sur la route, etc. Dans ces conditions-là, je suis désolé, mais c'est mathématique. L'islam arrivera avant nous à destination. On pourra s'enorgueillir, se dire, ah oui, on est arrivé second, mais on a respecté les règles. Cool. Oui, en attendant, ce que ça nous aura coûté des Samuel Paty, ça nous aura coûté des Charlie Hebdo, ça nous aura coûté des China, ça nous aura coûté des Chinaises, ça nous aura coûté plein de drames, plein de trucs absolument affreux. Et à cause de la démission des hommes, j'ai l'impression que les politiques, ils ont peur. Ils se disent, si jamais je suis complaisant, peut-être que j'éviterai la colère de cet islam. J'ai l'impression que les politiques, ils ont peur en réalité. Ils se soumettent, ils font genre, je suis ouvert, je suis généreux, je suis tolérant, je suis pas islamophobe. Alors qu'en réalité, ils ont juste peur. Ils se disent peut-être que si je me fais discret, petit dans mon coin, je me ferai pas taper dessus. Mais en fait, pardon. Non, je t'en prie. Non, en fait, pourquoi je suis optimiste? Parce que il y a d'un côté, comme je le disais, les politiques, et puis de l'autre côté, il y a les citoyens. Les citoyens, ils sont pas idiots. Ils voient et ils veulent agir et ils agissent. Là, il y a une prise de conscience. Maintenant, les gens commencent à comprendre que ça va aller au clash, qu'il va y avoir du fight. Ça va pas être juste gentil, etc. Mais il faut aussi que nous, on ose, qu'on parle, qu'on sorte. Moi, je le vois, honnêtement, moi, c'est pour ça que je suis positif. C'est pas par rapport aux politiques. Moi, je suis positif par rapport aux citoyens parce que je vois bien que les citoyens, eux, de plus en plus commencent à gronder. Il y a des citoyens qui commencent aussi à s'organiser. Et ça se voit pas forcément. Mais ça se voit pas parce qu'on communique pas là-dessus. Mais en tout cas, les gens parlent, ils commencent à parler, ils commencent à dire non, ça ne va pas. On ne veut pas de ça. Et donc, il faut que maintenant, nous, on tienne aussi sur nos deux jambes et qu'on se dise, on va pas se laisser faire. C'est clair que si on part avec le principe de dire qu'eux, ils ont gagné, qu'ils vont être premiers, oui, on risque forcément de perdre parce que du coup, on perd en énergie. Moi, je pense que non, il faut tenir bon. En réalité, ils sont pas si nombreux que ça. Par contre, ils gueulent beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus dans l'action. Ils sont plus visibles aussi. Il tient qu'à nous d'être visibles, hein. Tu connais aussi mes positions à Posta Café et tu sais très bien et je suis pas optimiste pour être optimiste, je suis optimiste parce que moi je le vois et je l'entends au quotidien de ce que les gens font. Est-ce que quand tu vois par exemple ce que fait Soraya avec ses podcasts aussi, t'as vu le nombre de personnes, il y a de plus en plus de filles qui commencent à parler. Franchement, ça il y a encore quelques années, on n'avait pas, il y a encore quelques mois, il n'y avait pas. Et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, il faut aider Soraya a développé son podcast pour qu'il y ait plus de témoignages, pour que ça permette à plus de personnes de sortir de tout ça. Et je pense qu'il y a que comme ça qu'on va y arriver. Le fait qu'il y ait autant d'initiatives, ça montre bien qu'on est en train d'avancer, qu'on est en train de grandir et c'est positif. Il faut pas voir uniquement les choses négatives, il faut aussi voir les choses qui sont positives. Il y a encore quelques temps, c'était pas possible. Ici, on est quoi? Je vois qu'on est plus de 248 personnes. Mais 248 personnes, c'est hyper important, même si tout le monde n'est pas de notre côté, hein, dans les gens qui écoutent, etc. Mais au moins, il y a du monde, tu vois. Avec ça, on peut faire beaucoup. Si chaque personne arrive autour de lui à parler avec d'autres, tu multiplies ça par le nombre de personnes autour de toi que tu vas aussi ramener à cette cause. Moi, je le vois, je donne des formations dans les écoles. Je vois des professeurs qui m'interpellent, des écoles qui me demandent des formations. Il y en a de plus en plus aussi. Ils sont conscients. Tout ça, c'est ce qu'on ne voit pas parce qu'on ne peut pas le montrer. Je ne peux pas vous dire là où je vais, etc.
pour ne pas mettre en danger ces gens. Mais ça bouge. Et oui, il y a un compatriote qui dit l'union fait la force. Oui, l'union fait la force. Et on va y arriver. Moi, je suis certaine qu'on peut y arriver. Mais comme je le disais, il faut se bouger, il faut vous bouger aussi. Quand il y a des manifs, soyez là pendant les manifs. Il faut pas avoir peur, il faut essayer de passer au-delà de sa peur. La peur, c'est la mauvaise... De toute façon, comme je le dis toujours, hein, ça sert à rien d'avoir peur. Parce que la peur ne fait finalement... Elle ne fait que retarder l'inévitable. Ces gens-là, ils veulent nous tuer. Si on a peur et qu'on reste cloîtré chez nous, à un moment donné, ils viendront, ils casseront la porte et viendront nous tuer. Donc autant y aller, essayer, tenter de faire quelque chose et on finira par y arriver. Moi, je pense que c'est vraiment dans l'action qu'on va y arriver. Donc il faut vraiment motiver les gars. Il faut vous motiver. Il faut arrêter de vous mettre en arrière et d'avoir peur. Ça servira à rien du tout, la peur, en fait. Il faut dépasser. Ne pas penser à ce qui va arriver de pire, ne pas penser aux agressions, ne pas penser... Non, préparez-vous. Vous avez peur des agressions, mais allez dans des clubs sportifs et apprenez à vous défendre. Ah là 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 là. Des paroles très motivantes. Alors les gars, arrêtez de faire les chaussettes. Allez à la salle et ensuite on va combattre. Merci beaucoup Fadila. Je vous en prie. Soulever de la fonte. Soulever de la fonte. Mais non, mais il n'y a pas que soulever la fonte. Il y a soulever la fonte. Il y a, tu sais, il y a les cours de Krav Maga, il y a les cours de Jujutsu. Il faut y aller, quoi. Eux, ils s'entraînent. Nous aussi de nous entraîner, entraîner vos enfants. Il faut apprendre à vos enfants à se défendre parce que c'est le seul moyen qu'on va arriver, justement. Si vous voulez leur rendre service, apprenez-leur à se battre. Parce que les gens qui disent, ouais, il faut la paix, etc. Mais la paix, oui, mais la paix, tu l'as que si tu sais te faire te respecter et si tu montres que tu es plus fort que l'autre. L'autre, s'il voit que tu es faible et que tu te défends pas, tu peux toujours vouloir la paix, hein, comme regarde avec Israël ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est pareil. Ils se sont fait agresser parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont cru à la paix et qui se sont dit, oui, on veut faire la paix avec eux. Mais en face d'eux, ils avaient des gens qui veulent qu'une chose, c'est les exterminer. Pas pareil pour nous. Donc, apprenez à vous battre. Arrêtez de penser que la paix, c'est uniquement les paroles, c'est dire, je fais la paix, venez, on va aller prendre un petit verre, on va bouffer des frites et une petite bière. Non, il suffit pas de ça. Apprenez à vous battre, les gars. Il faut un peu vous motiver et motiver le reste du monde. Il faut motiver les gens. Motiver vos enfants à aller apprendre à se battre. Il n'y a que comme ça que vous allez les sauver. Si vous aimez vos enfants, honnêtement, allez les mettre dans des clubs pour apprendre à se battre. Et les gens qui disent, ouais, tu fais l'apologie du terrorisme ou tu fais l'apologie de machin. Je leur dis surtout que eux, ça les fait chier que je dise ça parce qu'ils savent très bien ce que je veux dire. Ils connaissent. Et quand tu connais les quartiers, que tu as grandi dans les quartiers, tu sais très bien que dans les quartiers, on ne se fait respecter que parce qu'on est les plus forts. C'est pas compliqué. Merci, Fadila. Je suis pessimiste, pardon, ferme ton mic. C'est que je pense pas que ça se réglera justement par la paix. Ça veut dire, je pense qu'on va vraiment au clash, parce que si les politiques ne nous écoutent pas, je sais que les citoyens sont de plus en plus conscients, mais les citoyens vont devoir faire sans les politiques. Et faire sans les politiques, c'est entrer quelque part en sécession avec la politique, avec les institutions. Et donc, il va falloir, il y aura un combat à mener sur plusieurs fronts. Un combat contre les États et les politiques qui sont démissionnaires, et un combat contre l'islam qui, lui, continuera d'avancer parce qu'il est au volant de la voiture, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est en ce sens que je dis que je ne suis pas optimiste. Oui, mais il y a des politiques qui se bougent. Tu comprends, Apostat? Il faut être derrière ceux-là, derrière ceux qui se bougent pas, derrière. Alors, bien sûr, il y a ceux qui parlent pour ne rien dire, qui disent qu'ils vont faire quelque chose et ils ne font rien. Je suis d'accord. Mais il y a aussi ceux qui ont vraiment de vraies convictions. Mais nous, on doit aussi se préparer parce que le jour où ce politique va dire, OK, là, il va falloir se bouger, il va falloir se mettre ensemble pour les combattre, même physiquement, il va falloir être prêt. C'est pas du jour au lendemain que tu apprends à te défendre. Il faut que ce soit une préparation. Tu comprends? C'est pour ça que je dis... Qu'est-ce qu'on pourra faire si demain, à l'Assemblée, ici par exemple en France, il y a un projet de loi qui va être, bon, à partir de maintenant, ça suffit la rigolade, on va mettre dans la loi des articles de loi pour justement réprimer plus sévèrement l'islamophobie. Tu as des publications islamophobes sur les réseaux sociaux, tu pourras être condamné à des peines de prison. Tu fais ci, tu fais ça, il pourra t'arriver ça. Tu sors dehors, tu es plus. Si on est nombreux, si tout le monde est au courant et que personne veut se laisser faire, je t'assure que ça passe pas. Comme ils font de l'autre côté. Il faut que nous, on soit présents.
ça passera pas. Tu te mets devant, tu défends tes principes, tu défends ta liberté. Merci. C'est ça que c'est tout simplement ça en fait. Il faut la défendre. Bien sûr que si on reste chez soi et qu'on se dit bah tiens ils ont encore dit qu'ils allaient mettre la loi contre l'islamophobie etc. et puis on laisse passer. Bah bien sûr que ça passera. Par contre si on se fait entendre et qu'on dit on n'en veut pas, je peux t'assurer que le politique s'il voit de nombreux gens à l'extérieur et qui disent qu'ils gueulent ou qu'ils n'en veulent pas, ils vont pas aller la voter parce qu'ils auront trop peur. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Bonsoir, bonsoir. Salut Maria, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Bonsoir tout le monde, que j'ai pas eu le temps de saluer tout à l'heure. Et Fadila, je suis honorée de te parler. Je suis très contente que tu sois là avec nous ce soir. Et moi, je voudrais dire que moi, je suis très optimiste et je suis une bébé critique de l'islam, surtout à côté d'Apostat Kafir. Donc voilà, c'est peut-être parce que je suis une bébé critique, mais en tout cas, je suis très très optimiste et j'ai pas envie de me battre. Donc, je voudrais juste me présenter rapidement, présenter le travail qu'on fait et ensuite te poser une question si tu veux bien. Donc, du coup, j'y vais. Donc, il y a 1 an et demi, je pensais que les attentats, je le fais en 2 mots, que nous avons vécu étaient dus à des tarés. Et je me suis pas douté une seule seconde que les textes étaient aussi problématiques. Vraiment, je m'en doutais pas du tout. Je voyais aucun problème, par exemple, à ce qu'un enfant aille au catéchisme, ou que les enfants portent la kippa, ou bien que des petites filles soient voilées. J'en voyais de temps en temps, mais ça ne me choquait pas. Mais maintenant, je trouve ce conditionnement terriblement dangereux. Alors, je me suis donné comme mission de faire connaître l'existence des textes religieux aux jeunes qui forment les générations à venir. D'abord, nous avons déposé la marque Douldoul, et nous allons vendre des t-shirts qui sont en création. On attend juste la livraison. Et puis d'autres goodies. Une annonce sera faite sur la chaîne YouTube de Godliverse et sur Instagram. Puis, en fait, dans l'objectif, c'est de vendre ces t-shirts pour se faire de l'argent, pour ensuite vendre des peluches Douldoul. Le design est déjà créé et donc il y aura une précommande. Donc tout ça, c'est dans les tuyaux. Ensuite, il y a la chaîne YouTube Godliverse sur laquelle nous travaillons. C'est une chaîne qui va diffuser les meilleurs moments du mouvement des apostats pour les nouveaux arrivants. Donc moi, ça fait 1 an et demi que je découvre que ça existe, mais j'entends toujours des personnes qui arrivent dans le mouvement. Donc nous, on a décidé d'aller piocher toutes les anciennes vidéos qu'on sélectionne. Donc on les écoute, on les sélectionne et on prend ce qui est de plus parlant pour les mettre en avant. Et ça, c'est en attendant que je lance moi-même mes propres lives. Et d'ailleurs, le live d'aujourd'hui sera diffusé sur la chaîne de Godliverse sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, nous sommes une petite équipe à travailler sur le site internet Godliverse. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette chaîne, ce site internet. Donc une présentation rapide de Godliverse. C'est un site qui répertorie les textes équivoques de l'islam sunnite, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est un outil qui est à utiliser lors des débats pendant les lives. Il est ludique pour ceux qui souhaitent connaître les textes. C'est un outil à partager à volonté car c'est accessible pour des personnes quel que soit l'âge et dans plusieurs langues. Les points forts de ce site, c'est que c'est classé par thème, qu'il y a une barre de recherche par mots-clés. Donc, par exemple, si tu tapes homosexuel, tu as tous les textes qui vont parler de l'homosexualité. La pipi, le mot en entier, ou poupée. Il y aura tous les textes qui concernent la poupée, de Aïcha notamment. Donc, il y a les traductions. Et il y a des liens directs. Par exemple, là, quand il y a marqué en bleu clair, EN2 ou TFS en bleu clair, ça renvoie directement vers les sites officiels de l'islam. Donc notre ambition, c'est qu'il y ait le plus d'utilisateurs possible afin que les textes religieux soient largement dévoilés. On veut donner envie aux utilisateurs de devenir débatteurs, puisque du coup c'est vraiment facile quand quelqu'un nous envoie un argument, il n'y a plus qu'à chercher par mots-clés et balancer la réponse. Le texte qui va bien. Et on veut que les critiques de religion
euh, attendez. Bah, en fait, voilà. Et qu'en fait, quand quelqu'un fait une critique de la religion, que ce soit sur son smartphone ou devant son ordi, eh ben, qu'il puisse rétorquer facilement avec des sources. Voilà le travail qu'on fait. Et sinon, j'avais une question à te poser, Fadila. Oui. Qu'est-ce que tu penses du voile islamique dans l'espace public? Quel est ton avis? D'abord, je pense que le voile dans l'espace public, déjà pour les mineurs, il faut l'interdire complètement. Moins de 18 ans, on devrait interdire, il doit y avoir une loi qui interdit le port du voile pour les mineurs. Ça, c'est une obligation. À partir de l'âge adulte, c'est très compliqué de pouvoir mettre en place des choses pour les interdire. Mais c'est un vrai fléau. Et c'est un fléau qu'il faut combattre. Mais il faut les combattre à la source. Il faut les interdire partout là où c'est les administrations. Il faut garantir la laïcité partout, dans toutes les institutions. Ça doit être une obligation. Dans les universités, dans le milieu du travail. L'interdire dans tous les clubs sportifs. L'interdire dans les compétitions sportives. Et puis, il y aura celles qui vont le porter dans la rue. Celles qui le portent dans la rue, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Par contre, si elles ne peuvent plus le porter nulle part, ni dans le milieu du travail, etc., il y a un moment donné, il va y avoir un recul. Pourquoi est-ce qu'on a vu fleurir tous ces voiles? Parce qu'en réalité, on a accepté que certaines portent le voile soit dans les universités ou dans certains milieux, dans le milieu du sport, etc. On a vu aussi certaines marques en faire la promotion, notamment Nike, quand on voit la promo qu'elles font. Mais par exemple, même ça, nous, on pourrait s'organiser, leur écrire à Nike et dire, écoutez, nous, voilà, on est issus justement de familles musulmanes et on est contre ça. Ce que vous faites, c'est discriminant, etc. vis-à-vis de la femme. Mais on le fait pas. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut petit à petit amener à ce que les gens, justement, le retirent. Alors, on a malheureusement, on a beaucoup de ces femmes qui portent le voile, même si elles se disent qu'elles le portent par liberté, elles savent très bien que c'est pas une liberté. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux pour les mécréants. Mais on sait très bien entre nous qu'il n'y a aucune liberté à porter le voile. Par contre, on peut discuter aussi avec certaines d'entre elles pour leur dire, tiens, tu portes le voile, mais voilà les conséquences, etc. Je pense que c'est un travail qu'il faut faire. J'en connais qui le font, il y a des apostates qui le font. J'en connais une en Belgique qui le fait. Chère apostate, elle le fait à chaque fois quand elle sort dans la rue, elle croise des femmes qui portent le voile ou même des mecs barbus, elle leur parle. Et elle leur parle des textes. Elle essaie justement de faire tout un travail. Et nous, c'est notre travail, c'est le travail qu'on doit faire. Le fait que vous ayez écrit, par exemple, ce site, il est super intéressant. Vous devriez mettre le lien. Je pense que voilà, c'est des choses qu'on doit garder en tête pour avoir aussi, nous, des arguments quand on discute avec des personnes. Oui, en effet. J'invite tout le monde à aller sur www.gotliverses.org et si quelqu'un peut l'écrire en dessous, je le remercie par avance. Voilà, un petit merci. Merci aussi à Ferme ton mic de mettre l'image du site et aussi de la chaîne YouTube. Et par rapport au voile islamique, est-ce que tu ne penses pas que le fait d'interdire, c'est de se mettre, entre guillemets, du côté des méchants? C'est-à-dire, on est les méchants qui interdisons, qui sommes contre la liberté. Est-ce que il ne faudrait pas mieux laisser la liberté, mais d'informer par exemple, moi, de temps en temps, quand ça m'arrive de discuter avec des personnes qui sont voilées dans la rue, je dis simplement, mais est-ce que vous savez que le prophète Mohammed ne voulait pas voiler ses femmes? Et mais c'est ce que je balance la source. Et c'est ce que je viens de dire, en fait. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est que moi, je suis pas pour l'interdiction pour les adultes dans l'espace public. Je suis là pour l'interdiction des mineurs, parce que ça, on ne peut pas, les mineurs, il faut les préserver. Et on sait très bien qu'au plus jeune elles le portent, c'est une maltraitance pour les mineurs. Par contre, pour les adultes, moi, je suis pas pour l'interdire. Par contre, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut pouvoir parler avec ces personnes. Il faut leur dire, il faut discuter avec ces personnes, parce que moi, je suis certaine, et j'en ai vu, parce que il y a aussi des gens que moi j'ai connus dans mon quartier qui le portent. Quand je les croise par hasard, je discute avec elles. Et je vois bien qu'elles sont en souffrance. Et pourtant, je les vois parfois dire aux autres, mais je le porte parce que j'ai choisi de le porter, etc., avec un grand sourire. Mais quand je suis en face d'elles, elles baissent les yeux, elles savent très bien que c'est faux. Et on en parle. Et je sais qu'il y a une souffrance chez ces femmes-là. Et si on leur parle pour leur dire, écoutez, si vous décidez de l'enlever, si vous décidez de partir ou de sortir de tout ça, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Pour moi, c'est ça l'accompagnement qu'on doit faire avec ces personnes.
Je Merci. comprends. Je comprends, merci. J'aimerais juste dire à V et à toutes les personnes qui peuvent perdre espoir dans ce mouvement qu'il s'agit d'un travail de longue haleine et que chaque petit geste compte. J'aimerais aussi parler d'une analogie assez rapide. C'est en fait par rapport à l'Église catholique et la naissance du protestantisme. Le protestantisme est né avec l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie a été essentielle dans l'expansion en Europe du protestantisme et a décrédibilisé l'Église catholique. Parce que Martin Luther, en 1515, il a affiché 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg, en Allemagne, parce qu'il remettait en question des pratiques de l'Église catholique, comme par exemple la vente des indulgences. Les gens, ils faisaient payer pour des indulgences. Et il appelait à la réforme de l'Église. L'imprimerie inventée par Gutenberg en 1440 est devenue un outil puissant pour propager rapidement les idées protestantes. En effet, après que Luther ait publié ses thèses, ses idées ont été largement diffusées à travers l'Europe grâce à l'imprimerie. Cela a permis une communication plus rapide et plus étendue de ses écrits, ce qui a contribué à l'expansion du mouvement protestant. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire avec Internet et l'islam sunnite. Voilà, donc surtout, ne perdez pas espoir. On a toutes les cartes en main. L'islam sunnite toutes les idéologies religieuses ne sont pas défendables. Pour finir, Merci, Maria. pour finir, je voudrais juste dire qu'il y a aussi le Discord, qu'il y a le cercle des apostats, donc sur Discord, qui est une safe place. Il y a le MELP, qui est le mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser, qui est là pour un soutien administratif, psychologique et autres soutiens pour les personnes majeures souhaitant s'émanciper d'un environnement idéologique, sectaire ou religieux. Et puis enfin, il y a le Discord Godliverse qui est là pour la diffusion des textes. Tout ça, finalement, c'est complémentaire. Donc, d'une part, je vous invite à vous adhérer à l'association du MELP sur MELP Asso. Et puis, du coup, merci encore, Fadila. Et je ne sais pas si tu as envie de donner ton opinion sur tout le travail qu'on accomplit. Je te remercie en tout cas. Ben merci à toi et merci pour tout le travail. Bien sûr que le travail que vous accomplissez est énorme et il est très important parce que ça donne justement des outils aussi aux personnes de trouver des arguments. Et ça, c'est ce qu'on a besoin actuellement. C'est toutes ces choses en fait qui sont mises en place par chacun de nous qui fait avancer notre travail et qui fait avancer notre cause pour la défense de la laïcité un peu partout. Je voulais aussi rajouter qu'il y a aussi Free France. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je vous conseille d'aller voir sur Instagram. Free France, c'est vraiment aussi des gens qui ont créé des stickers pour défendre la laïcité, pour placarder un peu partout dans les villes, un peu partout en France. Et je pense que ça va s'agrandir et ça va aussi commencer à aller vers la Belgique et les pays et l'Angleterre. Je pense que c'est vraiment, il y a vraiment un vrai mouvement qui est en train de se créer et je pense qu'il faut vraiment pas perdre espoir. Moi, malheureusement, là, maintenant, je vais devoir vous quitter. Je peux pas plus longtemps. J'invite vraiment toutes les personnes à garder espoir, à continuer son combat, à ne rien lâcher et à être présent sur le terrain et aussi à être aux côtés des personnes issues de la communauté juive qui sont persécutées parce que ce qui est en train de se passer à leur égard est très grave. Donc il faut vraiment qu'on soit aussi de leur côté parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on va y arriver. Et puis on peut pas accepter non plus ce qui est en train de se passer avec concernant les juifs, la manière dont comment ils se font maltraiter, comment ils se font insulter. Donc il faut vraiment être de leur côté aussi. Même si on n'est pas toujours d'accord avec une politique, il faut être présent. Merci beaucoup, Fadila. En tout cas, Merci, le live, on Fadila. va le diffuser sur YouTube. Est-ce que juste avant de partir, si chacun peut dire un petit mot. Juste ferme ton mic avant. Excusez-moi, je me permets parce que malheureusement, je suis la dernière dans les cases et du coup, j'ai attendu impatiemment de pouvoir poser une question à Fadila, donc je suis vraiment désolée de prendre de votre temps. Excusez-moi. Aucun souci.
Allah Je ne vous m'a pas écoute. favorisé là-dessus. Donc bonsoir à tous, merci Fadila pour votre temps et votre travail que je suis depuis peu, mais qui me fascine, et même si on a déjà dû vous le dire, je le reconnais, vous êtes extrêmement courageuse. Dans ma famille, je suis la 2e génération française et grâce à l'islam, j'ai vécu la pire injustice, être privée d'éducation. À 16 ans, ma mère, elle me déscolarise pour me présenter à de nombreux hommes quarantenaires pour des muqabala. J'ai grandi dans le minhaj salaf et j'ai porté le niqab, j'ai été mu'allima à la mosquée pour enseigner l'arabe et le Coran aux enfants de 3 à 5 ans. Et depuis 2 ans, j'ai quitté cette religion mortifère et le travail des apostats que je remercie profondément me permet de réinitialiser, remodeler mes systèmes de croyances. Et aujourd'hui, on combat la montée de l'islamisation. Et ok, c'est très bien. Mais au niveau politique, aujourd'hui, il n'y a aucune reconnaissance de l'apostasie de manière générale. Juridiquement, l'apostasie ne fait pas partie des catégories de discrimination. Donc, mes questions pour vous, Fadila, selon votre expérience, pourquoi l'État protège les croyants, les minorités religieuses, mais jamais ceux qui veulent s'en libérer? Pourquoi une femme voilée est protégée par des lois contre l'islamophobie, mais une ex-musulmane qui retire son voile et qui est menacée n'a aucun moyen de se défendre et même pas un bouton d'alerte? C'était mes questions, merci. Oui, bah pour répondre à votre question, en fait, c'est parce que eux, ils sont organisés, ils sont très actifs et que ça fait plusieurs décennies qu'ils travaillent tout ça. Alors que nous, finalement, on commence à être visible depuis quelques années, mais c'est pas énorme par rapport au travail que de l'autre côté ils font. Donc je pense qu'il faut continuer, qu'on commence, moi j'en parle en tout cas au niveau politique, de plus en plus je discute avec les politiques et je leur dis qu'il faut absolument soutenir les ex-mus. C'est l'une des solutions contre l'islamisme, que les ex-musulmans font un travail incroyable et qu'il faut les saluer pour ce qu'ils font. Et donc je pense qu'il faut continuer, il faut surtout qu'on doit être nombreux à le revendiquer. Il faut être nombreux aussi à écrire et à leur dire qu'on a besoin d'être entendu, qu'on a besoin d'être soutenu. On commence à travailler maintenant sur des projets qui vont dans ce sens. Quand j'avais créé l'Observatoire européen des fondamentalismes, à la base, je me demandais, tiens, qu'est-ce qui n'existait pas en Belgique et qu'on avait besoin, quel était le besoin? Et pour moi, ce qui m'avait sauté aux yeux, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il n'y avait rien pour aider les ex-musulmans. Et c'est pour ça aussi que du coup, j'ai créé ce travail social d'accompagnement pour les ex-musulmans. Et puis, il y a eu le Covid, où j'avais fait des appels pour les ex-mus et j'ai discuté avec des ex-mus en privé, etc., parce que pendant le Covid, je crois que c'était en 2020, où il y a eu le Covid qui est tombé au même moment, donc on était tous assignés à résidence. Il y avait le Ramadan et beaucoup étaient en souffrance. Et donc, c'est toutes des petites choses comme ça, en fait, qui a fait que, au fur et à mesure, maintenant, j'essaye aussi de militer pour que les politiques entendent les ex-mus et entendre des revendications et nos besoins. Et je pense que nos besoins sont nombreuses. Les besoins, c'est des lieux pour accueillir des ex-mus qui d'abord, ils doivent fuir, quitter leur famille, des lieux où ils peuvent être entendus sans avoir peur que le travailleur social est lui-même un frère mus ou un islamiste. Il y a beaucoup de choses à faire. Et à nous de nous organiser, et je pense qu'on peut y arriver en s'organisant et en revendiquant. En tout cas, au niveau politique, ils commencent à l'entendre. Honnêtement, j'en ai discuté encore récemment avec une sénatrice. Et donc, il y a une écoute par rapport à ça, par rapport à nos besoins. Mais il faut que tout ça se mette en place. Et c'est en train de se faire. Merci encore, Fadila. Malheureusement, elle doit nous quitter, mais en plus, là, Nadia voulait parler de comment on va faire les amis. Bon, je crois qu'il faut falloir faire un deuxième live, mais avec les gens qui n'ont pas pu parler. Absolument. Ah, super. Ton mic, salut, ferme ton mic, c'est Alia. Yes. Ah oui, Alia, sorry. C'est pas grave. Non, mais une autre fois, c'est bon, je suis pas pressé, y a pas de souci. Mais sinon, allez-y, vous pouvez me poser la question. Hein. Une autre fois pour moi aussi. Oui, non, mais une autre fois, on va pas comme ça. Ben juste, je te salue, je te dis bonjour, merci pour le combat que tu mènes et merci à tous ceux qui mènent le même combat. Et voilà, c'est tout. Un autre jour, on aura l'occasion certainement d'échanger, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir au Café Laïque, on pourra discuter autant que vous voulez et on pourra discuter autour d'un verre tous ensemble. Cool, donc 3 fois www.cafla.eu.
Du coup, le café laïque, là, il est existant, là. Enfin, je veux dire, on se voit et tout, et Oui, on y oui, va. c'est en présentiel. On se voit dans un lieu à Paris et puis il y a aussi un à Bruxelles. D'accord, super, impeccable. Ben, je vais me renseigner pour. Et puis n'hésitez pas sur la page que vous voyez là qui est mis devant. J'ai tous mes coordonnées, mail privé et numéro. Donc si vous voulez mettre un message, enfin m'écrire sur WhatsApp, etc. Généralement je réponds. Ok. Et est-ce qu'au café laïque, tu pourras ramener ta bière? Écoutez, si vous venez le 20, je ferai une descente avec des bières. Mais il faut vraiment venir le 20 avril. Et je peux vous dire que j'aurai même des t-shirts La Berbère. Bravo. Merci. Donc Bah, n'hésitez écoute, pas. on mettra le live sur YouTube. Donc, comme on a dit sur la chaîne Godliverse, et merci pour ta participation. Si jamais un jour on essaiera de faire un autre live. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Avec plaisir. Et puis, si vous voulez avoir toutes les informations concernant la manifestation du 20 avril, n'hésitez pas à aller soit sur mes pages Facebook, Twitter. Sur TikTok, malheureusement, j'y suis pas vraiment beaucoup, je dois dire, parce qu'il y a trop de choses à gérer et que c'est un peu compliqué pour moi. Mais je réponds de toute façon si vous m'envoyez des messages, et tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir. On sera nombreux à cette manifestation du 20 avril. Okay. Merci en tout cas. Ça va commencer à 14h, ça va être une marche. Et puis après, on va terminer par aller prendre un verre, une bière. Où est-ce qu'on peut avoir les infos de cette marche? Je vais le communiquer sur X. Ok, super, merci. Je mettrai ça sur Facebook et X d'office. J'essaierai aussi de le mettre sur TikTok et sur Insta. En tout cas, merci à vous pour toutes ces questions et pour l'invitation et pour tout le travail que vous faites. Merci. C'est dommage pour les 4 personnes qui sont montées. Elles n'ont pas posé leur question. Bon, on refera un autre live, Inch'Allah. C'est pas grave. À très bientôt, au revoir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Mais de toute façon, les amis, on va faire l'after, c'est pas grave. Vous avez ramené des pop-corn, des friandises. De la bière belge. Voilà. Vous inquiétez pas, le live, il est pas fini. Là maintenant, soyez prêts pour la bagarre. Allez, ferme ton mec, je dois y aller, moi, je suis désolée. Ok, les gars, de toute façon, t'es chez toi ici, tu vas quand tu veux. Je suis venue te saluer et te faire la bibise et par intérêt. Non, je déconne. Viens quand Bon, tu veux. bah, écoute, bonne bagarre, hein? Mettez des bons gants et allez-y, frontal, pique. Gauche, droite, crochet, mais tu m'énerves avec tes bruitages, sérieux. Allez, bon. gros bisous, bisous à tout le monde, à plus. Bye, bonne soirée. À plus à tout C'est le bon. monde. Vous pouvez vous démuter, tout le monde peut parler en même temps, c'est bon, prêt pour la bagarre. Salut tout le monde. Bon, j'ai essayé de faire au mieux, hein, de gérer le chat et tout ça. Bon, je suis pas monté parce que j'ai déjà eu l'occasion de parler à Madame Fadela dans le live de Hind. Et je tenais à la féliciter pour tout son travail et on est là derrière elle et tous ensemble on finira par justement mettre à terre ces idéologies mortifères, tout particulièrement l'islam sunnite. Bravo. Tout ce qu'on espère en tout cas et on lâchera jamais. Et bravo à toi pour le travail que tu fais. Je voulais juste dire aux personnes qui montent dans les panels quand il y a un invité ou autre, de céder un peu la place. C'est dommage parce que il y a des gens qui montent et qui parlent ensuite ils restent, ils bloquent le panel pour rien. Malheureusement, nous avons 4 personnes qui n'ont pas posé leurs questions. Ouais, la prochaine fois, on va essayer de s'organiser, ouais, pour que ce soit Oui, plus pratique. Récupérer au moins les questions dans un Google Form ou un truc comme ça pour pouvoir, enfin, même si les personnes ne sont pas là, au moins qu'elles ont pu poser leurs questions et que ça reste pour le replay. C'est une suggestion après, c'est comme vous voulez. Ouais. Pour ma part, ça m'a arrangé que Maria la Copta a posé la même question que je voulais. Par contre, en fait, au niveau de la réponse, vu que je parle pas souvent de la politique, je voulais savoir en fait pourquoi elle voulait, en fait, elle était contre l'interdiction du voile pour les majeurs, pour les adultes.
C'est ça qui était intéressant pour moi parce que Alors, je elle a trouvais jamais que dit ça, justement. Elle a dit l'inverse, Agnoslim. T'as dû mal entendre, elle mais a elle a dit dit que... non, elle a dit elle est contre le fait qu'elle va interdire pour interdire le voile des personnes adultes. Pour les Ah oui, mineurs, voilà, elle était voilà. pour, voilà. En fait, elle m'a réconforté parce que cette question m'était déjà posée vu que je parle pas souvent de politique. Et justement, je voulais savoir le pourquoi. C'est parce qu'en fait, elle a pas vraiment développé sur ce point-là. Parce que il y a des personnes en fait qui m'ont posé la même question et que je savais pas vraiment répondre parce qu'ils voulaient vraiment interdire le voile pour les musulmans uniquement et tout autre signe religieux, ils voulaient l'exclure. Dans le sens, ils voulaient juste viser l'islam comme secte et ils voulaient interdire d'un point de vue politique le port du voile dans les endroits publics pour les adultes. Et c'est ça en fait que je voulais avoir de sa part une clarification sur ça, vu que c'est son domaine un peu la politique, le militarisme un peu dans les États, au niveau des lois, au niveau de beaucoup de choses qui sont plus juridiques que religieuses. Ok, merci à toi, Agnoslim. Mais c'est bon, hein, vous pouvez vous démiter, elle est un partie là, problème c'est bon. de liberté la bagarre. individuelle, hein, en fait. Bonsoir à tous. Un problème de liberté individuelle. Ouais. Salut Ahmed, comment estás? Bien, y usted, ça va? Ouais, Kinder Bueno, grave. Non, en fait, moi, je suis montée parce que je voulais évoquer quelque chose. En fait, pour moi, il faut critiquer les textes religieux. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Il faut critiquer les textes religieux, c'est important. C'est très, très important. Sauf que malheureusement, dans notre combat, il y a des gens qui l'utilisent à des fins politiques, à des fins visées contre une population. Et en fait, moi, ça me dérange. Il y a des gens vraiment, ils ont un problème avec les musulmans. Et ça, faut pas le nier, c'est une réalité. Moi, je le constate et je l'ai constaté. Et je trouve qu'ils cassent tout. Ils cassent tout. Et en fait, le but, c'est pas de mal parler des musulmans. Les musulmans, enfin, moi, personnellement, à moi, je les aime. Ma famille, elle est musulmane. Mes amis les plus proches sont musulmans. Je ne veux pas leur faire du mal. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En revanche, on doit critiquer les textes. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent les textes pour cracher leur racisme, pour cracher leur haine. Comment tu fais pour le savoir? À partir d'une personne qui critique des textes, comment toi tu fais pour savoir qu'elle a un problème envers une communauté? Parce qu'elle va dévier, elle va parler des musulmans. Voilà, donc elle critique pas les textes. Voilà. Elle passe par les textes et ensuite elle critique les musulmans. Elle amalgame, c'est tout ce qu'on essaye de ne pas faire en tout cas. Bonsoir C'est ça, tout le monde. et moi je pense que dans J'ai ça... raté le début de Fadela Maaroufi, ça a l'air d'être une femme très, très forte, qui sait ce qu'elle fait, qui sait le combat qu'elle mène. Comme on dit toujours, hein, Allah a dit Rijal qawamoun ala nisa. Et moi j'ai tout inversé, c'est Nisa qawamoun ala Rijal. La femme c'est la clé dans ce combat-là. Et c'est pour ça que depuis toujours elle a été rabaissée, on a essayé de la détruire au point de marier des petites filles encore aujourd'hui pour pas qu'elles puissent un jour se rebeller, réfléchir, vu que c'est la femme qui éduque les enfants et tout tient sur la femme. Donc Fadela le prouve, tout comme Inde présente ici et Divergente que j'ai entendu déjà. Donc bravo à vous les femmes. Vraiment, on est fiers d'avoir des femmes comme vous. Voilà. Oh, et bravo aux hommes comme toi et comme Guts, comme Ferme ton Mike, comme tous les hommes qui sont ici et qui nous soutiennent. Exactement. Et pour rappel, Amel, les personnes qui critiquent les communautés, c'est illégal en fait. On peut critiquer les dogmes, les idéologies, mais pas les communautés. Donc ça n'a aucun sens que cette personne utilise les textes pour critiquer les communautés, parce que ça peut se retourner contre elle juridiquement. Ouais. Et de toute façon, vous inquiétez pas, j'ai une nouvelle pour vous. Le Coran, il est en garde à vue. Donc là, on va s'occuper de lui. Normalement, il pourra sortir dans 72 heures. On va s'occuper des textes.